Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Avoir un utérus, c'est pendant toute une partie de sa vie tenir des comptes sur un calendrier, sur une application, ou en se basant sur le souvenir du dernier week-end passé allongé sur une bouillotte, tout ça pour avoir une idée à peu près claire d'où l'on en est dans son cycle. Difficile alors de totalement se sortir les règles de la tête. Et même si le discours public s'ouvre de plus en plus au sujet, de la précarité au congé menstruel, cela reste loin d'être commun. Entre autres regards de la santé, parce que être réglé, ce n'est pas une maladie. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé, aujourd'hui consacrée aux règles abondantes. Et je suis accompagnée pour cela par Lucia Ruggeri. Lucia Ruggeri, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticienne hospitalière aux hôpitaux civils de Lyon, spécialisée dans l'hémostase clinique. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est l'hémostase clinique et comment vous en êtes venue à travailler sur les questions des règles ? Alors l'hémostase clinique correspond aux maladies souvent héréditaires qui exposent les patients à des complications hémorragiques, soit spontanées, soit après des interventions chirurgicales, soit à l'inverse des problèmes de thrombose. Et concernant les maladies hémorragiques, c'est vrai que les femmes sont particulièrement exposées à des complications lors de leurs règles ou lors de leur grossesse du fait de ces maladies hémorragiques. Et vous avez été donc à l'initiative de l'ouverture d'un hôpital de jour, spécifiquement sur les questions de règles abondantes. Peut-être pour clarifier un petit peu, à partir de quand est-ce que l'on parle de règles abondantes ? Alors, il y a des définitions bien sûr médicales. On parle de règles abondantes lorsque le flux est supérieur à 80, lorsque les règles durent plus de 6 jours, et on peut même le quantifier avec un score. Ce sont des outils qui sont peu connus, mais ça s'appelle le score de Ingham. Et quand il est supérieur à 100, on considère que ce sont des règles abondantes. Également, ce qui est de plus en plus pris en compte, c'est le retentissement psychosocial sur la vie professionnelle, la vie scolaire, qui là aussi doit être pris en compte parce que ça impacte vraiment les femmes lorsqu'elles ont des règles abondantes. Et du coup, peut-être que si vous pouviez nous donner quelques éléments sur ce retentissement psychosocial, c'est qu'est-ce que l'on entend exactement par là ? C'est la stigmatisation, la fatigue ? Oui, alors bien sûr, il peut y avoir une fatigue. Alors c'est toujours difficile de faire la part des choses de la fatigue liée aux règles, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les règles, ce n'est pas les règles ne sont pas une maladie, mais quand elles deviennent anormales par soit la douleur, et là souvent on va mettre en évidence de l'endométriose, c'est actuellement de plus en plus identifié et mieux diagnostiqué, mais surtout quand elles sont abondantes, et là il y a encore un grand champ d'information et de formation, parce que lorsqu'elles sont abondantes, les femmes elles peuvent aller jusqu'à une anémie profonde avec parfois des transfusions sanguines, donc c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et puis de ce fait-là, le fait de l'avoir de la fatigue physique, d'être obligé de se changer parfois toutes les 2 heures, ça va bien sûr. Des exemples, par exemple, pour les adolescentes au collège, c'est extrêmement difficile de pouvoir aller se changer. Donc ça, c'est un retentissement, je pense vraiment de leur vie normale, quoi, en fait, avec parfois de l'absentéisme scolaire qui est vraiment observé. Donc c'est une vraie préoccupation, en tout cas, qu'il faut prendre en compte, en fait. Et ces règles abondantes, elles touchent environ combien de femmes ? Alors, on dit que ça peut aller jusqu'à 30%, mais c'est là aussi où on a beaucoup de travail à faire parce que, en fait, ce sont des données, finalement, comme c'est un sujet qui jusqu'à présent n'intéressait pas beaucoup les médecins, on va dire, de façon un peu générale, c'est sous-estimé en fait en pratique. Donc on parle de entre 10 à 30%, mais par exemple chez les femmes qui ont des troubles de coagulation, on dit que dans certaines maladies, en particulier la maladie de Willebrand, c'est connu, c'est décrit jusqu'à 80% des femmes. Alors c'est probablement pas non plus complètement vrai parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'auront pas de règles abondantes, mais en fait ça peut, jusqu'à entre 10 et
et 30%, aussi selon le ressenti des femmes d'ailleurs. Hein. Il y a des études qui, selon comment c'est analysé, on va dire entre 10 et 30%. Donc c'est déjà énorme comme problème de santé en fait. Et ces personnes qui viennent en consultation vous voir, comment elles en viennent à passer la porte de l'hôpital de jour? Alors en fait, il se trouve que en imaginant cette structure, finalement, on a pu identifier qu'il y avait un réel besoin pour les femmes, parce qu'actuellement, il y a d'une part la problématique des déserts médicaux, hein, et donc comme c'est une problématique qui est peu identifiée, il y a une vraie errance médicale, et donc en créant cet hôpital de jour, on a été beaucoup relayé par les médias, et ça je trouve ça c'est très intéressant. Donc de fait, les femmes ont entendu parler de cette structure et de ce fait, elles se disent tiens, je vais aller consulter, puisque l'avantage de notre structure, c'est que en une seule matinée, on va dire, elles vont avoir la possibilité d'avoir plusieurs médecins. Elles vont avoir un diagnostic est complet. On va rechercher toutes les causes de règles abondantes, et à la fin, elles vont pouvoir avoir un traitement adapté. Donc en fait, c'est elles qui font la démarche souvent, avec parfois le relais de leur médecin. Il faut qu'elles aient une demande du médecin, mais souvent c'est elles-mêmes qui vont faire la démarche, parce qu'elles en souffrent depuis de nombreuses années, et que finalement on n'avait pas répondu à leurs problématiques. On les avait parfois pas écoutées du tout, parce que on considère que les règles c'est normal, alors qu'en fait elles en souffrent vraiment depuis plusieurs années. Vous avez mentionné que c'est un besoin réel. On pourrait avoir jusqu'à 1/3 des personnes ayant des règles, pouvant être sujets à des règles abondantes. Vous avez mentionné aussi une question d'errance médicale. Est-ce que des dispositifs comme le vôtre, ou des structures qui peuvent prendre en charge ces questions-là, sont nombreuses sur le territoire? Alors, en principe, en fait, tout médecin généraliste, tout gynécologue médical ou obstétricien doit pouvoir prendre en charge ces patientes-là. Mais d'une part, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a plus assez de médecins. Et puis surtout, même s'il y a des recommandations, parce qu'il y a en effet, la Haute Autorité de Santé a proposé, les sociétés savantes proposent des prises en charge vraiment, protocolisées. Mais malgré cela, c'est peu connu, et de ce fait-là, il n'y a pas vraiment de prise en charge telle qu'on la propose nous à Lyon. Alors à Paris, je crois qu'il y a un centre qui le propose dans cette modalité-là, qui est une prise en charge multidisciplinaire, à Bordeaux aussi, mais ce n'est pas non plus, d'une part, c'est pas forcément connu par les médecins de la région parisienne, par exemple. Et voilà, la particularité de notre structure, c'est que d'une part, on en a parlé, et que surtout, c'est cette prise en charge multidisciplinaire qui n'existe pas vraiment en fait dans la plupart des régions en fait. Donc j'imagine que vous devez avoir des personnes qui peuvent venir d'assez loin. Oui, c'est un peu la surprise qu'on a eue depuis un an. On a à peu près un quart des patientes qui viennent, alors peut-être pas un quart, mais on va dire un dixième de l'ensemble de la France. La dernière en date, elle est venue de Guyane spécifiquement. Enfin, c'est une jeune fille avec sa maman. Donc ça paraît un peu démesuré, mais ça répond vraiment. J'espère qu'on aura répondu à la demande, mais ça répond en tout cas à une demande de cette patiente en fait. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, il y a assez peu d'informations sur la population en elle-même, de personnes qui pouvaient être sujettes à ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a aussi peu d'informations sur les causes de ce problème ? Alors je pense que les causes, en fait finalement il y a relativement peu de causes, si on veut dire, si on peut parler comme ça, parce qu'en fait ce que nous on va rechercher quand elles viennent nous voir, c'est bien sûr les causes gynécologiques, les maladies de l'utérus qui sont finalement assez rares. Moi je vais rechercher justement les causes hématologiques, donc celles-là-ci en effet elles sont moins bien connues. Mais dans la grande majorité des cas, en même temps, il y a très peu de causes. Il n'y a pas de causes réelles, ce qu'on appelle de causes d'étiologie réellement aux règles. Ce sont des règles, on va dire, physiologiques, pas physiologiques, mais abondantes, mais sans cause en fait. Et donc, elles sont connues, mais finalement pas forcément bien recherchées, et
pas de rechercher de façon systématique surtout. Hein. Donc c'est pour ça que nous, notre structure, elle permet de rechercher toutes les causes mais sans forcément en trouver à chaque fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même de dire on a éliminé les causes qui donnent des règles abondantes et dans tous les cas, on propose un traitement. En tout cas, on essaye. Et ces traitements, justement, ça va prendre quelle forme ? J'imagine que ça dépend des personnes. Oui, alors voilà. Alors en fait, bien sûr, s'il y a des causes gynécologiques de type, par exemple les polypes, on va jusqu'à l'intervention chirurgicale. Alors ce ne sont pas des interventions, mais s'il y a des maladies hémorragiques, éventuellement on va aller les dépister, mais finalement rarement on va leur proposer vraiment des traitements spécifiques. Et dans la grande majorité des cas, on va proposer des traitements ce qu'on appelle symptomatiques, c'est-à-dire que bien on va corriger. Souvent il y a une carence en fer qui donne de l'anémie, donc ça c'est extrêmement important de donner du fer, soit par l'alimentation, soit par des médicaments. Souvent, on ne donne que ça, alors que ce n'est pas suffisant, parce que ça sert à rien d'en donner du fer si on n'a pas traité la cause du saignement. Et puis surtout, on va donner des traitements symptomatiques. Il y a des médicaments qui augmentent qui améliorent la coagulation. Et puis il y a aussi, alors dans la grande majorité des cas, même si ça paraît quelque chose qui est actuellement pas tellement, ou pour lequel en tout cas il y a des craintes, ce sont les traitements hormonaux qu'on donne habituellement pour la contraception. Hein. C'est vrai que de plus en plus c'est décrié parce qu'il y a des complications. Hein. C'est sûr que ce sont des médicaments avec des effets secondaires qui surtout, il faut chaque femme a sa contraception, a son traitement hormonal adapté, ça varie dans le temps, ça varie chaque femme. Donc vraiment c'est une prescription individuelle et ces médicaments-là, c'est un peu notre rôle d'essayer de les proposer de façon extrêmement individualisée pour que ça soit bien toléré et qu'on traite de ce fait-là les règles. Après, nous on attache beaucoup d'importance à ce que les femmes aient le choix de leur traitement en les expliquant, en adaptant si c'est pas bien toléré, mais surtout, ma collègue et moi, donc ma collègue gynécologue, le docteur Gouy qui travaille avec moi, et bien on essaye vraiment de faire quelque chose d'individualisé en fait, et éventuellement évolutif dans le temps, quoi. Donc vous avez parlé de votre collègue, vous avez aussi mentionné que la consultation dans cet hôpital de jour permettait d'avoir presque un parcours de soins complet, c'est donc une prise en charge multidisciplinaire. Est-ce que c'est une pratique courante, ou en tout cas à laquelle vous êtes formé, de pouvoir discuter entre différentes spécialités et j'imagine entre différents types de professionnels du soin ? Alors ça, de mon expérience précédente, puisque j'ai longtemps travaillé au centre d'hémophilie, où on avait la prise en charge de maladies hémorragiques héréditaires, de type hémophilie par exemple. J'ai été formée à l'éducation thérapeutique et dans ce cadre-là, ce que je continue à faire d'ailleurs, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on a une multidisciplinarité dans nos prises en charge de nos patients. On a des infirmières, on a des psychologues, on a des pharmaciens, voilà, vraiment des pédiatres, des médecins adultes. Donc vraiment cette idée de multidisciplinarité, pour moi, j'en ai cette expérience-là. Et là, en montant l'hôpital de jour, c'était un peu cette idée-là que j'avais, parce que habituellement dans les recommandations, on dit, c'est écrit dans je vous le disais, les protocoles de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé, on dit qu'il faut qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire. Mais de pouvoir, ça, c'est s'il y a des consultations successives et qu'on s'envoie des courriers, c'est ce qu'on fait tout le temps. Tout médecin fait une multidisciplinarité en faisant des courriers, mais si on peut en parler de façon directe, de façon chronologiquement beaucoup plus réduite, c'est extrêmement enrichissant de part et d'autre, et puis surtout pour le patient, pour la patiente, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on sort avec des fois il y a quelques fois où alors c'est vrai que souvent on se parle pas de façon journalière, à chaque consultation, entre deux consultations on n'échange pas, mais dès qu'on a un doute sur le traitement qu'elle prescrit, moi sur si elle peut proposer ça par rapport à ce que je connais comme risque d'effets secondaires, on discute, et ça c'est extrêmement intéressant, et je pense que ça c'est ce qui fait l'intérêt de notre structure, Vraiment c'est cette complémentarité est à mon avis indispensable
pour faire le meilleur traitement pour les patientes. Ouais. Donc ça va être facilité par la proximité qu'il y a entre les différentes, la proximité géographique qu'il va y avoir entre les différentes spécialités. Exactement. Ouais. Et je sais que dans le cadre de la radio-anthropocène, moi j'ai imaginé ça aussi, l'importance d'avoir sur le même lieu, qu'on a fait un circuit très court en fait, parce qu'on sait qu'à l'hôpital, enfin moi c'était quelque chose qui m'avait questionné en fait, parce qu'on sait bien que dans les hôpitaux, aussi bien privés que publics, mais il y a souvent, c'est difficile, hein, les patients sont un peu laissés livrer à eux-mêmes par rapport au circuit. Et là, nous on l'a pensé comme ça en tout cas, pour qu'en fait il y ait un accueil et qu'on les accompagne sur l'ensemble du parcours, pour que justement il y ait cette cohérence aussi au niveau géographique, quoi, parce que voilà, c'est important c'est vraiment structuré comme ça, quoi. Donc je pense que ça améliore aussi, ça participe aussi à la prise en charge, pour pas qu'il y ait, en tout cas pour le vécu de la consultation de l'hôpital de jour, parce que ça fait partie aussi peut-être ça du soin. D'avoir mis dans un même lieu, dans un même temps, ces médecins complémentaires, quoi, en fait. Et donc je le mentionnais un petit peu dans mon lancement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé des règles, même si on en parle quand même encore relativement assez peu. Est-ce que vous avez l'impression que cette ouverture du discours permet aussi, notamment au niveau de la pratique médicale, de générer un intérêt nouveau ? Alors moi je pense réellement que c'est quelque chose qui est récent, hein. Je cite toujours l'association Règles élémentaires, qui est une association qui a beaucoup œuvré, enfin qui œuvre énormément. C'est eux qui ont commencé à évoquer la notion de précarité menstruelle, hein, puisque c'est le départ de leurs travaux. Ils parlent c'est eux qui ont évoqué aussi le tabou des règles, puisqu'ils font beaucoup dans les lycées, dans les écoles, pour aborder. Et je pense qu'eux, ils ont déjà fait un travail énorme d'affichage des règles. C'est complémentaire, ça a été complémentaire aussi avec tout le travail qu'il y a sur l'endométriose. Donc on a enfin pris en compte finalement des problématiques féminines. Ça c'est un petit peu, voilà, ça commence à... Quand je dis tendance, c'est parce que jusqu'à présent, ça ne l'était pas du tout, quoi. On est enfin en train de poser des problématiques spécifiques féminines qui, voilà, on sait que c'est la moitié de la population, et de pouvoir enfin en discuter, d'en parler, c'est à mon sens complètement primordial. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail, hein, d'information, parce que je sais que on parle des problématiques féminines, hein, par exemple, voilà, les règles, la grossesse, mais on sait aussi, parce qu'il y a des médecins et des historiens qui sont en train de travailler aussi, enfin qui commencent à évoquer la problématique du genre en santé, hein, puisque les femmes, on n'est pas forcément la même. C'est vraiment la santé est probablement genrée. Et j'ai récemment lu un article, enfin un livre d'Alison McGregor, hein, c'est une américaine qui a commencé à évoquer le sujet. Et donc en fait, on est au tout début de la prise de conscience de la santé des femmes, quoi, en fait. Et bon, donc c'est bien de mettre de contribuer à. Je pense que c'est super, en fait, qu'on commence à en parler, mais il faut qu'on continue à former, informer, à travailler sur le sujet, en fait, hein, et que ça soit pas qu'un sujet des femmes, en fait, hein, j'aurais envie de dire, et aussi, surtout au niveau médical, j'aurais envie de dire, c'est un vrai sujet pour tous les médecins et pas uniquement pour les médecins femmes, bien sûr. Et du coup, ces espaces de dialogue où ces questions commencent à se formuler, on va les retrouver où ? C'est des espaces qui s'ouvrent au moment de la formation des futurs médecins ? C'est des espaces de formation continue ? Alors pour l'instant, je pense que malheureusement, pour
pour en avoir discuté aussi avec une historienne qui travaille aussi à la faculté de médecine, je pense que ça manque encore cruellement d'espace en fait. Hein. Je suis pas sûre que pendant les études médicales, les études médicales se sont ouvertes à la philosophie, aux sciences humaines, on va dire de manière très large, mais c'est surtout au tout début des études. Et je pense qu'il y a vraiment sur la problématique du genre en santé, je pense que c'est pas du tout encore enseigné quoi. En fait, hein. Alors voilà, par exemple les sages-femmes par rapport aux médecins dans l'ensemble de leur génération, en formation, les sages-femmes sont dédiées aux femmes, donc elles sont, je pense, mieux formées sur la santé des femmes que peut-être d'autres médecins qui ont toute la médecine à apprendre, quoi. Donc je pense que pour l'instant c'est aussi des champs qui doivent être développés. Alors il y a heureusement des associations. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'associations des patientes. C'est dans ces associations avec des sites. Je pense à l'association Règles élémentaires qui est en train de construire justement des outils de formation qui n'existent pas encore, je crois. Voilà, il faut vraiment que. Mais ça c'est heureusement la place que prend de plus en plus les associations patients, hein, le patient dans sa prise en charge, et je crois que là ça a toute sa place parce que pour l'instant c'est au niveau médical c'est pas encore c'est pas complètement pris en compte quoi. Moi je pense que ça fait partie aussi des champs de la poursuite de mon travail, mais il y a encore tout à faire je pense réellement pour la formation aussi bien des patients que des professionnels quoi. Et bien justement, pour les quelques minutes qui nous restent, vous avez évoqué la poursuite de votre travail. Quelles seraient pour vous là, les grandes pistes ou les pistes les plus importantes qu'il faudrait explorer pour justement améliorer la prise en charge de ces problématiques ? Alors moi, mon souhait et ce à quoi je continue à travailler, c'est que finalement, en créant cet hôpital de jour à partir d'une idée qui était issue des patientes que je voyais qui avaient des complications hémorragiques et pour lesquelles je ne savais pas à qui t'adresser. Donc on a structuré cet hôpital de jour, mais en même temps, il faut qu'on puisse faire un réseau ville-hôpital pour structurer la prise en charge, pour que ça soit plus large possible, pour que les femmes elles n'aient pas besoin de venir de si loin pour venir à l'hôpital de jour. Et moi vraiment, mon projet, c'est de créer éventuellement via un site, mais ça peut être, c'est le début, voilà, vraiment un réseau ville-hôpital avec des médecins, des professionnels, des médecins généralistes, des gynécologues, des sages-femmes justement, qui ont envie de s'intéresser à cette problématique pour qu'on puisse travailler ensemble vraiment pour tous se former, progresser, parce que finalement comme c'est un sujet peu observé, étudié, puisque voilà, pour l'instant on propose des traitements, mais finalement en étant plus multidisciplinaire avec beaucoup de médecins, on pourrait probablement peut-être aussi faire évoluer les traitements, quoi. Ça serait vraiment un vrai objectif futur. Parfait. Et bien Lucia Ruggeri, merci beaucoup de cet entretien. Nous allons rendre l'antenne. Merci à vous de m'avoir donné cette antenne aussi. Je rappelle donc que l'hôpital de jour consacré aux règles abondantes se situe à la Croix-Rousse à Lyon et que des fiches ressources sur le diagnostic et la prise en charge des règles abondantes sont disponibles sur le site des Hospices civils de Lyon. Bon après-midi à l'écoute de Radio Anthropocène et à bientôt. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé.